important au centre Guesquio après un incendie qui s'est déclaré dimanche. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue selon la secrétaire générale du centre, Marie-Marcelle Deschamps. Le nouveau budget présenté par le gouvernement est chiffré à plus de 198 milliards de gourdes. Cette nouvelle loi de finances enregistre une hausse de 36% par rapport au précédent budget rectificatif 2017-2018, toujours en exercice. « 694 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés et un décès supplémentaire a été enregistré entre jeudi et samedi, ce qui porte le bilan national en date du 6 juin à 3334 cas et 51 décès. Lors d'une interview accordée à Métropole, le responsable de la direction départementale sanitaire de l'Ouest, le docteur Martial Bénèche, a abordé un ensemble de sujets et notamment la gestion des cadavres des personnes mortes du coronavirus et le protocole de guérison. Il répondait aux questions d'Éloge Millefort. Cas suspect, cas confirmé. Gestion cadavre, ça comment on le fait. Le fait que le virus là, toujours présent dans la sécrétion biologique des cadavres, ou obligé de prendre des précautions pour couper chaîne de contamination. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que orifice il faut que boucher. On dit né mon nan, yo prend coton, yo trempé dans chlore concentration 1% bien 2%, yo boucher li, bouche, nez, anus. Maintenant yo envelopper moun sa nan drap ou bien yo mettez dans sac mortier là, yo décontaminer extérieur là, moun sa li gen doit faire plusieurs temps côté li a non morgue, li pas aucun problème pour santé publique et pour respect personnel qui fonctionner dans morgue là ou bien dans l'hôpital là, qui est dans l'hôpital là. Maintenant précaution nous dit pour prendre en termes individuels, c'est parce que il doit avoir un membre dans la famille qui a contracté le virus qui est symptomatique. Donc il faut toujours porter masque, il faut laver les mains, il faut garder la distanciation physique là, pour éviter si on a un virus là symptomatique, pour ne pas continuer à bailler dans le moment que l'a crié, dans le moment que il a pas embrassé. Maintenant, il y a un bagage qui est fondamental pour nous dire. Tout le monde qui mourit de COVID-19 ou bien suspect, eh bien, les déconseiller pour la recevoir des visites. Par exemple, nous connaissons dans la culture, nous n'a pas de gâteau venir dans le funérail là, elle dit à frère tel, venir en visite, il peut ton petit bagage pour vous, etc. dit merci. Donc, dans la période ça, il est interdit. Il faut camper visite, nous n'a doit aller dans le téléphone pour sympathiser avec vous, mais éviter tout le monde à partir sortir, etc. Maintenant, dans l'église, vous êtes capable de faire et chanter en témoin, pas plus que 10 personnes, ministère clair sur ça, donc 10 personnes dans la famille. Et nos expositions tout coûte si y a fait côté que les peut arriver jusqu'au cou pour être capable de visage mon qui en dans sac là enveloppé dans drap qui en dans cercueil là avec tout matériel yo et les ça yo fermer cercueil monde qui a porté yo gen gant yo gen masque yo gen lunettes et river dans cimetière là idem donc les ça nous connaît que nous diminuer risque pour un monde d'attraper virus là au cours des funérailles là. Maintenant moun qui suspect en tout qui pas confirmé on prend même précaution pour lui. Maintenant moun qui suspect ou doit confirmer post-mortem, c'est-à-dire que yo autorisé santé publique parent mort mandal font prélèvement sur cadavre là. Si moun nan mourir la caille, li te doit confirmer li mourir la caille. Il doit suspect tout le mourir la caille. Mounza était confirmé le mourir la caille. Eh bien, premier ça vous pour faire, faut que vous contactez soit mairie qui tout près en cap voyer, soit agent santé communautaire, soit officier sanitaire ou bien vous contactez autorité sanitaire dans zone là qui a privé avec tout équipement yo, qui a metté cadavre là dans sac mortuaire là ou du moins vous développé le nom de là. Vous fait des contaminations avec chlore 1% de concentration, bien 2%. Maintenant, toute caille la net doit être décontaminée. Après, il finit prendre cadavre, il y a le mettre dans le. Maintenant, les cas la décontaminé, là, on a parlé des manches-portes, on a parlé des douches, on a parlé de tout espace qui est dans la caille, la côté virus en carité, qui n'a pas passé, il est touché, il faut tout décontaminer. Et décontamination, ça, mettre caille là qui a commencé à faire
à partir de produits qu'elle gagnait, qu'elle compte nettoyer qu'elle a déjà. C'est-à-dire que et ça, ils mettaient les à passer parce que ouais, tout produit et désinfectant yo rend le virus là inactif. Donc en plus autorité sanitaire vient décontaminer là, mais lui-même les bon ensemble de travail des cafés. Mais tout ça avec équipement de protection et les fin déshabillé, yo laver main yo avec l'eau avec savon. Qui le jodi on ka di on guéri. Yo ouais que il y a des monde yo fait test là pour yo après 30 jours qui toujours positif. Mais les regarder yo ouais que quantité de virus qui dans ça ça veut les virémia pas aussi élevé, mon pas contaminant, c'est-à-dire que le pas contagieux encore, il n'est pas capable de transmettre le virus. Ça. Maintenant, deuxième option, il y a des gens et 10, 15, 14 jours, mon ça négatif après disparition symptômes. Donc, il vient rendre compte que au-delà de tests qu'il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de prendre tout le temps ça. En moyenne, il y a entre 5 à 10 jours après qu'on ait fait positif, symptômes disparaissent. Eh bien, il déclaré mon ça guéri parce que même si tu as fait test là pour lui, ou tu as joint positif, eh bien, il n'a pas gagné assez virus dans le système. Donc, pour le contaminer l'autre monde. Donc, protocole ça ministère pour le sortir dans la semaine pour nous capables de réviser critères de guérison, gens ça fait dans l'autre pays. Tout le monde qui est positif, testé positif, qui a des signes et symptômes. 5 à 10 jours après, signes et symptômes disparaissent. C'est-à-dire que vous avez fièvre ou pas une fièvre encore, ou tu as toussé ou pas toussé encore, ou tu as perdu vos bouches ou rejoindre, ou pas de prendre ça pour venir prendre ça. Donc, vous déclarez mon ça guéri. Est-ce que guéri implique immuniser? Bien sûr, guéri implique immuniser parce que quoi a gagné capacité ça. Un microbe qui agresse si système de défense compétent, il développe des anticorps. Si même microbe ça venu, d'égal défense va pas faire. À moins que microbe ça a changé de forme, ça ne va les mutations dans le langage médical là, ou du moins ou tu as touché par une autre souche de même microbe ça. C'est-à-dire que famille là c'est ça mais bon l'autre variété. Par exemple, nous connaissons corona, gagne plusieurs types là-dedans. Donc mais si c'est même microbe là venu, eh bien, quoi depuis système immunitaire compétent, c'est-à-dire que c'est pour un monde qui est archivé positif, c'est pour un monde qui est tuberculeux, c'est pour un monde qui est cancéreux, c'est pour un monde qui apprend, qui est sous chimiothérapie. Donc, quoi, bon mécanisme de défense qu'elle mettait en place, si même microbes à venir entrer l'entrée et arrêter, les peuples qui fait même des dégâts, et c'est ça immunitaire. 94% des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée par la Safitech se disent conscientes du danger que représente le coronavirus. 30% parviennent à citer au moins 3 symptômes. Du 21 au 26 mai, un échantillon représentatif de 400 personnes âgées de 15 à 55 ans a été interrogé sur la pandémie et sur son évolution dans le pays. Selon le directeur général de cette institution, Grégoire Avril, les résultats de l'enquête devraient permettre aux autorités concernées d'ajuster leur stratégie de réponse. Alors que les cas de contamination liés au coronavirus continuent d'augmenter en Haïti, des foyers de fièvre sont banalisés par des membres de la population. Des citoyens interrogés par Métropole lundi disent préférer avoir recours à la médecine traditionnelle au lieu de se rendre à l'hôpital pour éviter de se faire dépister. Suivez un reportage de Jean-Jules Desaugustes. Existe-t-il une épidémie de fièvre en Haïti en ce temps d'expansion de la COVID-19? Les autorités sanitaires sont catégoriques là-dessus. Non. Toute fièvre peut être assimilée au coronavirus, selon le ministère de la Santé publique et de la Population. Pourtant, des citoyens de la capitale interrogés par Métropole sont d'avis contraire et avouent utiliser la médecine traditionnelle, alors que d'autres, sceptiques, invitent l'État à se montrer plus convaincant dans sa démarche visant à sensibiliser la population. Le témoignage de ce jeune père de famille illustre très bien ce constat. Rencontré sur la plus grande place du pays, le Champ de Mars, il avoue avoir ressenti une forte fièvre récemment, mais dit en être sorti indemne, grâce à des remèdes maison. Même cas pour sa femme. Il se souvient. Moi-même, je passe en bas fièvre là. Parce que, aussitôt que je passe en bas fièvre là, je prends un remède fait moins, mais toujours, je me fait mal. Madame, moi, passe, c'est toujours même bagarre, la mieux somme qui passe.
qui toujours kembe là avec coffre mal là mais on est acheté fait que ben yo boui fait là yo mettre là qui vert yo ben avec lui et puis tout bagarre OK son épidémie même connaît les chaque année même gens pour la rougeole même gens pour sarampion même gens pour paquet d'autres maladies gain ça qui arrive entrer dans corona on dit oui que corona même connaît si corona c'est une fièvre là c'est une. Mais il n'oublie pas sa perte d'appétit. Est-ce l'un des signes du coronavirus? Il l'ignore. Il y a des gens qui disent qu'ils ne pas prendre santé. Il y a des gens qui disent qu'ils ont juste manger, mais ils ne pas prendre pour manger. Mais moi-même, comme habitude, toujours j'ai fièvre. Manger pour manger, pour manger. Mais ce n'est pas pour manger que je prends. Même pas courir de ce corona, et pas courir de tout ce pas corona. Plus loin, nous croisons Jacqueline et Sam. L'un nous parle de son calvaire, l'autre évoque la situation qu'ont connue des proches avec cette fièvre dont parlent les autorités comme un symptôme de la COVID-19. Yo te une fièvre là, yo traité. Ça ne parle qu'à docteur. Seulement, yo utilisé feuilles naturelles, yo boit associé, yo boit un pile feuilles naturelles, li traité. Ndegen, fièvre là a duré environ 8 à 15 jours. Oui, duré 8 à 15 jours même, je ne pas jamais coucher un jour. Et je ne à l'hôpital. Pour qui ça? Puis ça m'a à l'hôpital pour ne pas me piquer. Si les plus robustes et les plus jeunes se remettent de cette fièvre, il semble qu'il n'en va pas de même pour certaines personnes qui ont passé 60 ans. Assis sur un petit banc sur la place, cet homme, d'une cinquantaine d'années environ, nous confie qu'un cas est recensé dans son entourage depuis peu. Je connais des gens qui mourent tout. Oui, qui ont fièvre. Bon, je connais une dame là qui était maroutière. Je connais 65, 68 ans, qui est diabétique et fait tension. Il a une fièvre là. Fait combien de jours à fièvre il était interné. Et puis là, on dit pour aller faire examen. Il va le faire et puis il la cali. Dans 2000 mourir. Les spécialistes de la santé et les autorités sanitaires du pays s'accordent au moins sur ce point. La fièvre est l'un des signes majeurs de la COVID-19. Mais les citoyens, pour certains, même victimes, tardent à faire confiance aux déclarations du gouvernement en ce sens. Ils ont recours à leur propre stratégie de médication, médecine traditionnelle et autres substances médicamenteuses prises sans prescription, alors que les morts rapides et brutales continuent de se multiplier à travers tout le pays. Souvent, après de simples malaises. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 7 au 8 juin au centre Gueschio au Bicentenaire, centre qui assure la prise en charge des patients infectés par le coronavirus depuis quelques semaines. Les flammes ont sévèrement endommagé l'installation électrique du centre. Pour l'instant, l'origine du sinistre reste inconnue selon la secrétaire générale du centre, Marie-Marcelle Deschamps. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Implanté au Bicentenaire depuis 1982, le centre Gueschio a été dimanche le théâtre d'un incendie pour la première fois dans son histoire. Les pertes sont considérables. Le feu a dévasté l'installation électrique, explique Marie-Marcelle Deschamps, secrétaire générale. Mais l'équipe a été solidaire, il y a beaucoup, il y a éteint du feu, etc. Et finalement, vers 10h, ils ont dit bon, il n'y a pas qu'à faire encore que première génératrice sans aller, tank de gaz non aller, deuxième génératrice sans commencer à prendre feu. Là, nous voyons que vraiment nous avons une situation qui est beaucoup plus embarrassante. Et s'ajoute à la liste des dégâts le serveur informatique. À combien peuvent être évaluées les pertes? Difficile de le dire aussi rapidement. Toutefois, Marie-Marcelle Deschamps tente de faire une estimation. Sauvegarder 2 génératrices, à peu près, forme il y a une qui est dans l'ordre de 100, 120 000, l'autre plus petit dans l'ordre de 90 000, et système Internet là, par estimation, à peu près 40 000. Je vois des chiffres comme ça, tu sais. L'immeuble de 250 mètres carrés, ingénieur a regardé là, il dit pratiquement, c'est à détruire complètement depuis la fondation jusqu'au toit. Le feu a pris vers 9h du soir et les riverains de la zone ont fait de leur mieux pour l'éteindre. Mais vu sa vitesse de propagation, ils ont dû constater leur impuissance. Pour leur part, les pompiers ont mis 3 heures à arriver de leur base, pourtant très proche. Ce n'est qu'aux environs d'1h du matin que le feu a été maîtrisé, poursuit Madame Deschamps. Et avec beaucoup, parce qu'ils ne sont pas capables d'accéder avec tuyau que vous gagnez. Côté feu atterrien,
malheureusement, la police, pour question de sécurité, une stratégie, je ne comprends pas trop bien ce qui se passe, ils mettaient, pour une intersection entre rue Chareron et magasin de l'État, ils mettaient des barres de béton. Donc, même si pompiers voulaient venir pour y accéder jusqu'au fond, pour l'éteindre du feu, il n'est pas capable de traverser béton ça. Depuis l'introduction du coronavirus dans le pays, des centres hospitaliers qui prennent en charge des citoyens contaminés font l'objet d'actes de vandalisme de la part de certains riverains. Avec cet incendie, est-on une nouvelle fois confronté à ce type d'attaque? Pour l'instant, le docteur Deschamps doute d'un sabotage. On connaît même des gens qui ont chassé dans des quartiers. Nous avons au contraire des malades qui ont Covid que nous voyons retourner à la caillou. Ils retournent à côté de nous, ils disent donc aidez-nous parce que le quartier n'a pas venu encore. Au contraire, nous avons tout de suite préparé un document de projet pour aider les gens à relocaliser tête. Parce que ils retournent tout à fait, ils disent que les gens dans le quartier a dit pas tourner. Non, la stigmatisation est vraiment forte. 1982-2020, déjà 38 ans depuis que le centre Gesquio fournit ses services à la population haïtienne. Et vient s'ajouter à la liste des incendies recensés dans la capitale, notamment ceux des marchés publics, ce centre hospitalier. Selon des responsables de l'administration, une enquête est ouverte en vue de déterminer est-ce que cet incendie est d'ordre criminel ou accidentel. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'OPC condamne l'incendie survenu au centre Gesquio. Dans une note publiée ce 8 juin, l'Office de la protection du citoyen condamne sans réserve l'incendie survenu dans la nuit du 7 juin au centre Gesquio au bicentenaire. Selon les premières informations disponibles, les dégâts sont considérables et les installations électriques ont été sérieusement endommagées dans ce centre qui joue un rôle important dans la lutte contre le VIH-Sida et qui mène aujourd'hui un combat avec les autorités sanitaires contre le Covid-19. L'OPC note que cet incendie au centre Gesquio est survenu à un moment où les autorités sanitaires font de leur mieux en dépit de nombreuses difficultés pour faire face à la pandémie. L'OPC en profite pour demander à la population d'éviter toute forme de stigmatisation à l'encontre des personnes souffrant de symptômes liés au coronavirus et recommande aux autorités concernées de renforcer les dispositifs de sécurité autour des hôpitaux et centres dispensaires du pays. 196 milliards 700 millions de gourdes, c'est le montant total du nouveau budget de la République d'Haïti qui a été adopté en Conseil des ministres. Le budget enregistre une hausse de 36% par rapport au précédent budget rectificatif 2017-2018, toujours en exercice. Le Premier ministre Joseph Jout affirme que des efforts seront déployés dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'évasion fiscale afin d'atteindre les objectifs fixés. Il entend également poursuivre l'assainissement des finances publiques, notamment par la lutte contre la corruption. Le chef du gouvernement n'exclut pas un recours à la BRH, mais assure que l'État honorera toujours ses engagements. Pour une relance de l'économie, le Premier ministre insiste sur la nécessité d'augmenter la production nationale. Il juge que c'est la méthode la plus efficace pour empêcher la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. En ce qui a trait aux appuis budgétaires, le Premier ministre espère que l'accord avec le Fonds monétaire international, FMI, sera finalisé. Il promet que l'État respectera ses engagements en ce qui a trait à la bonne gouvernance. C'est un budget largement financé par l'international qui a été adopté en Conseil des ministres vendredi dernier selon l'analyse de Kessner-Farrell. Les ressources domestiques ne permettront pas à l'État de dépenser 198,7 milliards de gourdes, ajoute-t-il. Par ailleurs, le gouvernement prévoit d'ores et déjà un financement de la Banque centrale de 30,2 milliards, ce qui est une nouveauté selon l'économiste. Suivez ses explications.
son budget coronavirus. Nous avons un acteur qui paraît là, qui va retrouver la position ça, parmi les grands bénéficiaires. Ministère de la Santé. Bien sûr, exactement. Alors, numéro 1, c'était PTC avec 26,1 milliards de gouttes. La santé sortie de 6 milliards dans le budget, qui est le budget criminel, là, il peut augmenter à 12, budget 18-19 qui pas de voter dans le Parlement. Voilà que la santé est retrouvée avec 21 milliards de gouttes. Donc 15 milliards d'investissements. Donc, on y a c'est comment pour la santé paraît un bagage juste ponctuel et conjoncturel, mais nous avons besoin de monter ça. Voilà comment la vérité a commencé à paraître. Troisième position, le budget, c'est le service de la dette, autour de 20,1 milliards de gouttes. Donc, lorsqu'on regarde ça, c'est pour nous toute dette que nous avons pendant 10 dernières années. Et dette, ça n'a fait là, qu'arrivons-le que nous allons payer plus comme pour nous payer dette que nous payer éducation, santé. D'ailleurs, le service de la dette dépasse le ministère de l'Éducation nationale, qui est à 18,6 milliards de gouttes. Et en quatrième position, nous allons retrouver le ministère de la Justice avec 13,5 milliards de gouttes. Là, je pense que c'est un ajustement fait pour les policiers. Donc, on est que des montants pour être mis pour eux, qui fait que le budget ça a éclaté comme ça à 13,5 milliards de gouttes. Nous avons 9 avec 8,6, le ministère de l'Agriculture avec 6,8. Et la grande surprise, c'est qu'on nous vient du budget, le pouvoir législatif, on croit que ça fait en bas, après le Parlement, 1 milliard de gouttes pour le pouvoir législatif, dont 3,1 pour la Chambre des députés, et Sénat avec 2,9, près de 3 milliards de gouttes. Qui veut dire même les députés et les sénateurs par là, problème qui a été créé, le créé job dans le Parlement, je dis un Parlement pas fonctionnel, et même Sénat, je dis, qui ça l'a fait pour la dépenser près de 3 milliards de gouttes. Pas bon député en bas, on a dépassé 3,1 milliards de gouttes. Nous avons un président de la Chambre des députés qui te dit que ouais, nous avons besoin de job. Et bien voilà, même le Parlement qui s'est quitté pour nous, 6,1 milliards de gouttes, nous l'agent en apprend pour nous avoir 3 000 gouttes qui vraiment défavorisé. Mais voilà, c'est ça que l'organe des dirigeants, des leaders qui prennent de mauvaises décisions, de quitter les traces pour en quelque sorte. Donc nous allons gagner une ministère de l'Agriculture 5,7 et affaires étrangères, il y a un petit peu étonné nous, il y a un petit dette permanent pour payer 7,7 milliards de gouttes. Le ministère de l'Intérieur 3,2, le ministère du Plan 2,9, Affaires sociales, la supposé plus dans le moment ça 2,4, la primature 2,1 et la présidence avec 1,8 milliard de gouttes. Voilà la répartition au niveau du budget. D'ailleurs, nous voyons que le nombre d'employés augmente considérablement. Nous presque atteignons 100 000 employés dans l'administration publique là, 97 200 combien, et il y a ce chiffre là. Donc c'est dans le cadre de la transparence que le Fonds monétaire a de la pression, parce que comme vous mettez sous table là tout. Donc, mon temps que le météo dit, mettez comme là, mais il faut qu'il y ait la transparence pour que l'on puisse voir exactement ce qui se passe. Renforcer la production nationale est le meilleur moyen pour éviter une dévaluation accélérée de la gourde. Le Premier ministre Joseph Joute affirme que l'augmentation du taux de change est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Il a précisé que la corruption dans l'administration publique constitue le socle de cette chute précipitée de l'économie haïtienne. Suivez ces explications. Moi, on toujours parler de taux de change, et parité entre gourde et dollar. Et moi, toujours font déplacer mal en Chine. Nous regardons pour nous qui ça et monnaie chinoise a représenté par rapport au dollar américain. Mais il n'y a jamais eu de problème. Tout ce qu'on doit faire dans le pays, c'est travailler dans la production. C'est travailler dans la production. Il faut produire des richesses, il faut produire des biens. Il faut continuer à investir dans l'éducation, dans les infrastructures, que ce soit routières, énergétiques. Il faut continuer à produire dans le pays. Quand vous produisez rien du tout et vous achetez tout à l'extérieur, alors qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Et le dollar, c'est une marchandise comme le carburant, comme le riz, tant que poids. Ça veut dire, ou pas produit poids, ou pas produit carburant, ou pas produit pétrole. De toute manière, c'est acheter pour acheter. Même parce que si nous augmentons la production nationale là, en général, c'est-à-dire, je vais parler de production agricole, aller dans la petite industrie, dans l'agro-industrie, nous produisons tout l'autre santé qu'on produit avant. Mettez tout le monde au travail, mais pensez c'est là ça seulement que nous sommes capables de gagner un groupe qui a campé en face de là, mais tout le temps nous profiter. Et non seulement nous avons gaspillé, ça ne pas posséder, nous avons fait des ordres dans l'argent que nous ramassons, l'argent population, qu'est-ce l'État, nous avons fait des ordres là-dedans. Nous avons continué à subventionner les produits pétroliers, nous avons continué à subventionner EDH, nous avons gaspillé les mêmes ressources de la population, et puis ça vient fait que nous n'avons pas qu'à la population en service, et à chaque fois, nous continuons, nous volons, nous pillons
pillé, n'a fait des ordres, n'a fait corruption, n'a protégé ni corrupteur, ni corrompu, eh bien, à ce moment-là, nous pas qu'à parler de gestion, nous pas qu'à parler de dollars, nous pas qu'à parler de cob, nous pas qu'à parler de richesse. C'est écrit ça que moi-même m'a continué en tant que Premier ministre, sous le leadership du président de la République, m'a continué faire oh là à moun qui pensait que qu'est-ce l'État son côté moun de fourrer mon le lit d'ouvler, l'ouvre les gens ouvler gaspiller et après ça pas de compte pour une personne. Donc ça a existé toujours. Bien sûr, il a existé parce que écoutez, il y a deux bagages dans le pays. Et le mensonge et la corruption, c'est des bagages qui règnent en maître et quel que soit le monde qui lui besoin de faire corruption pour une raison pour l'autre baril et puis carrément tomber faire mentir sur son monde. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, mais et j'espère que l'autorité de l'État sera un jour rétablie, tout comme la nature reprendra ses droits pour que nous, bon pays, même avec tout autre pays qui a fonctionné. Parce que c'est pas nous qui pillons mal que tout l'autre pays dans la région. Mais il faut que nous gardions, faut un coup de circulaire autour de nous, et puis après qui un pays a fini dans nous, l'a désagrégé. Et ceci, c'est pour ces deux raisons. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne. Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes touchées par la pandémie de coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés selon le dernier bilan du ministère de la Santé. On ne peut pas se permettre de dire que tous les cas de fièvre détectés en Haïti sont obligatoirement liés au Covid-19, selon l'épidémiologiste Dr Jean-Hugues Henris. Les juges de paix haïtiens rentreront en grève pour la deuxième fois. L'annonce en a été faite par l'Association des juges de paix haïtiens. Ces membres de l'appareil judiciaire exigent entre autres une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Plus de 200 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Haïti selon le dernier bilan du ministère de la Santé. 3 décès de malades ont également été recensés dans la Grande Anse, ce qui porte le bilan total à 3538 malades et 54 décès depuis le 19 mars dernier. Ces chiffres peuvent bien entendu être modifiés à tout moment. Selon l'épidémiologiste Jean-Hugues Henris, on ne peut pas se permettre de dire qu'un cas de fièvre en Haïti est obligatoirement lié au Covid-19. Il a fait remarquer qu'il est opposé à tout discours alarmant sur la pandémie. Ce membre de la cellule scientifique de gestion de la crise sanitaire a précisé qu'il s'exprimait en son nom propre. Les activités ont repris à la maternité Isaïe Gentil. Désormais, cet hôpital est en mesure de recevoir des patients atteints du coronavirus. L'annonce en a été faite par le directeur général d'Atus Chantal Sauveur Junior. Des dispositions sont prises en vue de répondre aux exigences de l'heure en ce qui concerne la protection du personnel médical, selon le docteur. Lors d'une visite effectuée ce mardi dans ce centre hospitalier, le constat est différent. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Depuis les émeutes de juillet 2018, l'hôpital Isaïe Gentil faisait face à des difficultés majeures perturbant son bon fonctionnement. 2 ans plus tard, soit en mai 2020, ce centre hospitalier était contraint de fermer ses portes. Ce 8 juin marque sa réouverture. Est-ce pour autant que tous les problèmes sont résolus? Datus Chantal Sauveur Junior est le directeur médical de l'institution. Insécurité, ça a fait que, premièrement, employés nous, médecins, infirmières et autres, ils ont des problèmes pour arriver à l'hôpital, ils ont peur. Et même malades, même tous parents, ils ont toujours peur pour y arriver. Côté eux, même entre eux, les gens qui ont des problèmes, groupe privé, ils entendent, ils font la peine. Nous, par contre, pour combien de temps, nous avons souhaité pour le plus longtemps possible, nous prêts pour nous recommencer. Et ceci, depuis hier lundi, nous recommencer, recevoir malades, commencer par les services que Caio demandé. Dorénavant, mieux équipé, l'hôpital Chancerelle est également en mesure de recevoir des malades du coronavirus, poursuit le docteur.
Un lot de matériel provenant du MSPP a permis de renforcer la capacité médicale de ce centre hospitalier. Le personnel est sur place et préparé à répondre à ses obligations médicales, indique le docteur. Si nous avons des suspicions, que nous-mêmes nous faisons test là pour lui, puisque nous pas un centre spécifique de Covid, nous avons droit pour faire test pour nous, mais à partir de signes et de symptômes liés, nous sommes capables de commencer à faire une prise en charge, et surtout pour Salvini, nous avons fait prise en charge convenablement, et si nous n'avons pas de masque, pas de matériel de protection, nous-mêmes nous avons pour nous pouvoir de certains matériels, juste pour nous prendre soin dans la dignité, dans le respect. Les actes de banditisme enregistrés dans le voisinage n'étaient pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital. La situation s'est améliorée, se réjouit Datus Chantal Junior qui dit espérer de meilleurs jours. Un hôpital ne saurait fonctionner dans la tourmente. Mais oui, nous avons confiance parce qu'aucune institution, et dans quel que soit pays, il n'est pas capable de faire un don communauté sans participation communautaire. La participation communautaire, li pour bon, li a du poids dans la balance, et c'est à partir de garantie nous joignent dans mes communautés, dans mes forces vives qui sont dans la communauté, forces organisées, si là qui dit il y a fait social, c'est comme ça tout le monde connaît, eh bien, avec ça, nous gain garantie que tout le monde qui veut venir prendre soin chancel et tout le monde qui veut venir travailler chancel, que ce soit infirmière, docteur, grand pile monde qui peut finir courir toujours et reprise d'activité va fait timidement. Le responsable est un peu plus clair. Tout est normal à la maternité Isaïe Gentil. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Dans la zone où se trouve l'hôpital, la circulation n'est pas comme d'habitude. À l'entrée, ce n'est pas la grande foule. À l'intérieur, le calme règne, plusieurs salles sont vides et bon nombre de services sont fermés. Ce jeune citoyen est venu avec sa femme enceinte qui nécessite une transfusion de sang. Aucun médecin n'est présent pour la réaliser. Madame n'a besoin de sang. Il y a une pochette sans namel qui m'a été reçue dans la Croix-Rouge après un peu de difficulté à 8h du soir. Mais je dis à la ligne même là, je ne peux pas joindre le monde qui peut ban moi dans l'hôpital là. Alors, besoin de sang pour circuler dans la madame, non, pas de monde qui peut faire. Il est moins chaud un peu parce qu'il est premier petit. Pas de monde parce que en dans vide, sans namel. Oui. Et on ne va pas sans gâter. Parce que les date d'expiration tout. En somme, entre les annonces et la réalité, il y a une grande différence. Bonne nouvelle pour les citoyens de Cité Soleil, Village de Dieu, La Saline, entre autres. L'hôpital Chancerelle a repris du service. Et cette fois, le bâtiment se divise en deux parties, une pour recevoir les patients qui souffrent d'autres pathologies et une autre pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Un calme apparent règne dans la zone, mais toujours est-il, l'insécurité demeure une source de préoccupation. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association des juges de paix haïtiens annonce la reprise de la grève pour une deuxième semaine. Opération Bras croisés est le titre donné à cette deuxième série de grèves selon le porte-parole de l'association Antoine Dieunot. Les revendications sont les mêmes. Le rapatriement du budget du CSPJ pour résoudre certains problèmes de juges, le renouvellement du mandat des magistrats et l'exigence de matériel capable de les aider à respecter les mesures d'hygiène dans le cadre de leurs fonctions dans les tribunaux en ces temps de Covid-19. Non, tout membre association AJUFA, nous avons adressé une requête à CSPJ et à travers laquelle nous avons soumettre à l'appréciation de tout membre conseil là un ensemble de revendications côté que nous avons accordé un délai imparti pour être capable de satisfaire les revendications. Donc, nous constatons que le délai a épuisé et jusqu'à cette date, rien n'est fait. Donc, nous autres, au niveau du comité provisoire, nous décidons de lancer une opération de grève qui est baptisée Opération Bras croisés. Et nous demandons à tout magistrat de paix
de la République, dès aujourd'hui à même, pour être capable de faire preuve de ça étant que magistrat, pour être capable de respecter parole parce que le magistrat parlait, c'est comme quoi c'est représentant Jésus-Christ qui parlait. Dans le cas ça, ensemble de revendications que nous soumettons à CSPJ, lié axé sur les 6 points, à savoir CSPJ doit gagner un budget de fonctionnement raisonnable pour capable permettre de répondre à attentes juge. Ensuite, nous demandons à ce que gagner un rapatriement du budget d'investissement de la justice à CSPJ. Et 3e point, qui c'est transfert de compétences. 4e point, nous exigeons de meilleures conditions de travail pour tous les magistrats de la République. 5e point, l'accès sur les équipements et matériels permettant aux magistrats d'appliquer le décret du 20 mai pris par l'exécutif. Et enfin, nous voulons que, une fois CSPJ fin by avis favorable à un magistrat, faut que mandat renouvelé sans condition. Voilà en gros, c'est ensemble de revendications ça yo que nous-mêmes, au niveau de l'association de la JUFA, nous entendons à ce que revendications ça yo satisfait. Le budget pour l'année fiscale 2019-2020 a été adopté en Conseil des ministres à la fin de la semaine dernière. C'est un budget qui s'élève à 198 milliards 700 millions de gourdes et qui est en augmentation de 36,4% par rapport au budget précédent. Pour en analyser un peu le contenu et voir vers quoi nous nous dirigeons, nous avons avec nous ce soir l'économiste Enomi Germain. Bonsoir Monsieur Germain et bienvenue sur Metro News. Alors bonsoir Serge, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur Metro News pour commenter l'actualité, notamment l'actualité économique et nationale et voire internationale. Voilà, bon, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très satisfait de ce budget, que vous le trouviez un peu irréaliste, c'est bien ça ? Oui, en effet, parce que, écoutez, moi, je ne crois pas véritablement, on va dire, dans les prévisions du gouvernement. Et lorsque les prévisions, en tout cas, ne sont pas atteintes, en quelque sorte, ce qui va se poser, c'est que non seulement le budget est irréaliste, mais ça met en question, en tout cas, un principe budgétaire, c'est un principe sacro-saint que l'on appelle le principe de sincérité du budget. Et je vais vous expliquer dans le cadre de ce budget. C'est que d'abord, l'ensemble des ressources domestiques que le gouvernement entend avoir dans le cadre de ce budget, c'est environ 89,3 milliards de gourdes. On est d'accord. Mais maintenant, il y a vendredi la note de politique monétaire pour le 2e trimestre de l'exercice et qui a été publiée par la Banque centrale de la République d'Haïti. Eh bien, à travers cette note, on a vu quoi? On a vu que, écoutez, entre octobre 2019 et mars 2020, en tout cas, les recettes publiques, c'est-à-dire les ressources domestiques qu'on a pu collecter avoisinait le chiffre de 41,7 milliards de gourdes. Et quand on prend 41,7 milliards de gourdes dans les prévisions, en tout cas qui sont dans le cadre de ce budget, des prévisions de l'ordre de 89,3, on va voir que ça représente seulement 46%. Mais écoutez, et les 41,7 milliards de gourdes ont été collectés durant, on va dire, la première moitié de l'exercice, c'est-à-dire durant la moitié de l'exercice. Eh bien, si durant la moitié de l'exercice, on a seulement collecté 41,7 milliards de gourdes qui représentent 46%, et en tout cas, durant cette période, il n'y a pas eu de corona. Et avec corona, on comprend bien qu'il y a eu d'abord un problème au niveau des importations,
et aussi au niveau des exportations, et ça favorise en tout cas ce qu'on appelle une baisse des recettes douanières. Et de notre côté, on sait qu'il y a des entreprises qui se ferment définitivement, il y en a d'autres qui se ferment, on va dire temporairement. Et c'est-à-dire les recettes de la DGI vont probablement également baisser. Eh bien, comment expliquer que, eh bien, dans l'autre moitié de l'exercice, on va prélever beaucoup plus de fonds qu'on a prélevés dans la première moitié, là où il n'y a pas eu, en tout cas, et de coronavirus. Donc, pour moi-même, ce n'est pas réaliste. Et il y a un autre élément qu'on pourrait considérer. L'autre aspect qu'on pourrait considérer, on va dire, c'est, en tout cas, le montant que le gouvernement entend mobiliser à travers les bons du Trésor. C'est environ 25,7 milliards de gold. Ce n'est pas réaliste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement, dans une période aussi incertaine, il est clair qu'on ne va pas mobiliser 25,7 milliards de gold, d'autant plus que les bons du Trésor en général ne sont pas attractifs. Pourquoi? Parce que le gouvernement accuse toujours des retards, en tout cas dans le paiement de ces bons. Eh bien donc, lorsqu'on considère ces deux aspects, donc il y a lieu d'avoir des doutes sur l'ensemble des prévisions du gouvernement en matière de ressources domestiques. Et quand il y a des doutes comme ça, évidemment, il faut être d'accord que c'est le problème de la sincérité du budget qui est mis en question. D'accord, Enomi, je vous avais donné les raisons pour lesquelles vous trouvez que ce budget n'est pas réaliste. Vous avez abordé seulement la question des recettes pour l'instant. On n'a pas encore vu le chapitre dépenses, mais tout le monde sait que ça fait des années et des années que le budget haïtien repose sur le financement international. Pendant des années, ça a été l'Union européenne qui mettait de l'argent et j'imagine que ça n'a pas changé encore. La part de l'international dans ces 198 milliards 700 millions est de combien? Et c'est autour de 40% cette année, heureusement, parce que le gouvernement dit que, écoutez, il va mobiliser des recettes publiques de l'ordre de 89,3 milliards de gouttes, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a un montant de financement interne qui est, on va dire, extrêmement important. C'est un financement c'est un financement monétaire de la BRH qui avoisine en tout cas les 30,1 milliards de gouttes en quelque sorte. L'international, par exemple, dans l'exercice. Et je crois que c'est la première fois que ça se passe pour un budget. Oui, pratiquement, c'est l'une des rares fois que ça se passe comme ça. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que le financement de la BRH, et ça peut poser en quelque sorte problème. L'année dernière, par exemple, il y a eu un montant de financement record. L'international avait fait des promesses. Ce que je dois vous dire, c'est qu'en 2019, eh bien, le montant aide-projet, par exemple, était zéro. C'est-à-dire que l'international n'avait pas participé au financement du budget. Et pourquoi? Parce que c'était donc le budget 2017-2018 qui était reconduit en quelque sorte. Eh bien, cette année, c'est-à-dire dans ce nouveau budget, l'international entend participer et l'international participe déjà. Ça, il faut bien le noter. Parce que, il ne faut pas l'oublier, ce budget-là est exécuté déjà à environ 53%. L'international, le FMI avait donné 111,6 milliards de gouttes. C'est une participation. La Banque mondiale entend mobiliser une partie du fonds. C'est une participation. Il y en a de même pour l'Union européenne, il y en a de même pour la BID, etc., etc. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est à partir du Trésor que la plupart des projets sont financés. Très bien. Bon, écoutez, Enomi, abordons un petit peu le côté recette. Vers quoi va-t-on? Est-ce que c'est un budget qui tient compte des revendications sociales, par exemple, ou quels sont les secteurs à qui on a donné la priorité? Secteurs, je ne sais pas, l'éducation, la sécurité, l'agriculture. Quels sont les ministères qui vont le plus profiter de ce nouveau budget et quels sont ceux qui vont perdre? Alors, il y a deux façons d'aborder ce problème. La première façon, c'est que, et dans le cadre de ce budget, on va dire, dans les motifs de ce budget, le gouvernement a dit qu'il a 4 priorités. La première priorité, si vous voulez, c'est d'abord la question de la COVID-19, c'est-à-dire que le gouvernement entend combattre la COVID-19. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement parle de la sécurité interne. La troisième chose, le gouvernement parle, on va dire, de ce qu'on appelle et la mise en œuvre d'un ensemble de projets, en tout cas qui peuvent avoir des résultats rapides. Et en dernier lieu, le gouvernement vise ce qu'on appelle le redressement des finances publiques. Ça, en tout cas, ce sont les priorités dans, si vous voulez, les motifs de ce budget. Mais lorsqu'on regarde le budget dans la réalité, ça c'est la deuxième façon, on voit que, écoutez, il y a un ensemble de postes qui sont très importants. Par exemple, il y a le MTPTC.
le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui détiennent le chiffre de 13,1% du total de ce budget. En tout cas, c'est le poste le plus important de ce budget. En tout cas, le deuxième poste important, c'est justement ce qu'on appelle la subvention de l'énergie dans ce pays. La subvention de l'énergie, en tout cas, pèse environ 12,9% du total de ce budget. Et le troisième poste important, c'est ce qu'on appelle les interventions publiques. Le quatrième, c'est justement le MSPP. Le MSPP, à cause notamment du coronavirus, en tout cas, va peser environ 10,9% de ce budget. Et le cinquième poste important, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette, c'est environ 10%, donc le chiffre exact c'est 10,1% de ce budget. Lorsqu'on regarde justement à travers ces chiffres ou bien à travers ces dispositions, ce qu'on peut comprendre rapidement, c'est que le premier bénéficiaire de ce budget, c'est le MSPP. Et c'est pour ça qu'il est peut-être possible de qualifier ce budget de budget Covid. D'ailleurs, pour combattre Covid-19 essentiellement, le gouvernement a fait des prévisions de l'ordre de 17 milliards de gouttes. C'est-à-dire, entre mars 2020 et septembre 2020, le gouvernement entend mobiliser 17 milliards de gouttes uniquement pour combattre Covid-19, c'est-à-dire 160 millions de dollars américains. Si vous prenez ça par jour, ça va donner à peu près 800 000 dollars américains de mobilisation par jour. En tout cas, 800 000 dollars américains à mobiliser par jour. Là, c'est peut-être une bonne chose puisque vous le savez déjà, la santé n'a pas de prix. Covid-19, c'est une question de santé publique. Là, on est d'accord. Mais attention, Covid-19 pose deux problèmes. C'est un problème de santé publique, on est d'accord. Et deuxièmement, c'est un problème économique. Et les problèmes économiques engendrés par Covid-19, ce sont des problèmes qui vont se greffer, notamment à un problème d'insécurité alimentaire qui existait déjà dans le pays. Ce sont des problèmes qui vont se greffer à un problème de mauvaise performance du secteur agricole. Et je viens de vous parler de l'insécurité alimentaire. Pour combattre l'insécurité alimentaire en général en Haïti, eh bien, il faut passer par l'agriculture. Mais malheureusement, on a remarqué que par rapport à 2017-2018, le budget du ministère de l'Agriculture, en tout cas, a été drastiquement coupé. C'est-à-dire, le budget a drastiquement baissé et son baisse de pratiquement un quart. Son baisse de 24,4%. On a parlé là d'une baisse de 2,2 milliards de gouttes. Donc, véritable perdant dans le cadre de ce budget, eh bien, il faut être d'accord, c'est le secteur agricole qui, en tout cas, est laissé de côté. Eh bien, et le gouvernement a choisi, en tout cas, de privilégier un ensemble d'autres secteurs. Eh bien, si vous voulez, aux grandes dames même du secteur agricole. Et je reprends, on est d'accord que la priorité soit accordée aujourd'hui au MSPP, notamment pour, en tout cas, combattre la propagation de Covid-19, mais c'est une mauvaise chose de laisser de côté l'aspect agriculture, étant donné que Covid-19 pose deux grands problèmes. C'est un problème de santé publique, je le rappelle, et deuxièmement, c'est un problème économique. Oui, d'ailleurs, cette dichotomie entre santé publique et économie, c'est le casse-tête que tous les gouvernements du monde doivent résoudre. Certains, comme Trump et Bolsonaro, ont décidé d'ignorer l'aspect sanitaire et de ne privilégier que l'économique. Dans d'autres pays, en Europe en particulier, on essaye de trouver un équilibre très difficile entre s'occuper de l'aspect sanitaire et ensuite s'occuper de l'économie, les deux choses par ailleurs étant liées. Et c'est sûr que c'est le déconfinement et la reprise, entre guillemets, des activités économiques qui va apporter un éclairage très fort sur le Covid-19. Mais ce que vous dites là, finalement, enfin, les faits que vous avez apportés là, vont pratiquement à l'encontre de ce que le Premier ministre déclarait hier ou avant-hier encore, quand il disait qu'il fallait absolument mettre l'accent sur la production nationale. Mais si il faut mettre l'accent sur la production nationale et qu'on commence par couper le budget du ministère de l'Agriculture de un quart, on est en pleine contradiction là. Au niveau de ce budget même, il y a pas mal de contradictions. Je suis bien content que vous ayez fait, en tout cas, et ressorti, en tout cas, vous avez signalé les contradictions qui existent au niveau de l'agriculture. Mais écoutez, au niveau même de tout ce budget, il y a des contradictions. Je vais vous donner un exemple. On a expliqué que l'un des objectifs de ce budget, c'est le redressement des finances publiques. Le redressement des finances publiques, en deux termes très clairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut limiter le montant de déficit budgétaire, en général, qui est financé par
la Banque centrale. Et ça pose en tout cas des problèmes de change. Alors que dans ce même budget, on dit on a l'objectif de redresser les finances publiques, on prévoit déjà des financements monétaires de la BRH de l'ordre de 30,1 milliards de gouttes. Et c'est pour la première fois dans l'histoire récente de ce pays qu'on atteint un niveau de déficit budgétaire aussi élevé. Donc, vous voyez, c'est un autre niveau de contradiction, étant donné qu'on ne peut pas parler de redressement des finances publiques pendant qu'on prévoit un déficit budgétaire aussi important. D'ailleurs, on note même dans ce budget que le déficit budgétaire sera supérieur à 6% du PIB. Donc, vous voyez, il y a pas mal de contradictions au niveau même du document du budget. Oui, quoique dans le même temps, parallèlement à ce redressement des finances publiques, le Premier ministre a insisté sur un retour à la bonne gouvernance, ou plus exactement une lutte contre la mauvaise gouvernance et une lutte acharnée et définitive contre la corruption, les corrupteurs et les corrompus. Tout ça marche ensemble, non ? Bon, écoutez-moi, j'ai pas vu en tout cas des lignes au niveau de ce budget qui prévoient, on va dire, le combat contre la corruption véritablement. Pour moi, ça n'a pas été des priorités de ce gouvernement. Oui, non, là je parle des déclarations du Premier ministre, et maintenant vous avez un document entre vos mains, donc il y a les déclarations d'un côté, il y a le document de l'autre, et le document ne reflète pas forcément ce que les déclarations ont dit. C'est ce que je vois. En effet, parce qu'au fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas regarder seulement, on ne peut pas considérer uniquement les déclarations des autorités. Parce que le budget, il ne faut pas oublier, c'est l'outil de planification économique par excellence. C'est à travers le budget qu'on va voir l'ensemble des priorités, des orientations d'un gouvernement. Or, dans ce budget-là, la corruption ne figure pas parmi les priorités. Donc, comment expliquer que, en tout cas, le combat ou la lutte contre la corruption, en tout cas, fait partie des priorités du gouvernement? Malheureusement, je ne le vois pas. Ce serait une bonne chose, mais malheureusement, je ne vois pas et qu'il y ait ça au niveau de ce budget. Bon, ben écoutez, Monsieur Germain, merci de cette analyse précise, approfondie, et nous comprenons bien maintenant pourquoi vous avez jugé ce budget un peu irréaliste. Bon, c'est à moi de vous remercier. Le plaisir est toujours pour moi. En tout cas, on espère toujours mieux pour ce pays. Mais malheureusement, comme vous le voyez, il y a toujours des contrastes au niveau de la gestion de la chose économique dans ce pays. Merci encore, Monsieur Germain. Merci de vous être libéré pour venir nous apporter votre éclairage précis, concis sur ce budget 2019-2020. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, merci. À bientôt. Allez. Voilà, c'était Monsieur Enomi Germain, économiste, qui nous donnait la lecture qu'il a faite du budget 2019-2020, adopté en Conseil des ministres vendredi dernier et qui s'élève à près de 200 milliards de gourdes, 198 milliards 700 millions, et en augmentation de 36,4% par rapport le dernier qui date de 2017 et qui était à chaque fois reconduit. Voilà. Le pape François a adressé un message à la communauté de la Fondation Scholas Occurrentes, réunie pour une rencontre virtuelle à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Dans son message, le Saint-Père se souvient de quelques moments de l'histoire de cette fondation et souligne l'importance de créer une éducation qui transmet la gratuité, le sens et la beauté. Notons que la Fondation Scholas Occurrentes est une institution créée par le pape François en 2013 dans le but de promouvoir un changement dans le paradigme éducatif par le biais de la culture de la rencontre. Elle réunit des communautés éducatives de différents contextes culturels, socio-économiques et religieux afin de réaliser l'intégration sociale et le développement humain intégral via l'engagement de tous les acteurs de la société. Armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones. Lo que ustedes me escucharon varias veces, lenguaje de la cabeza,
del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en escuelas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. Es imposible, yo lo vi. Vi a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Escolas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas, es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa, sino la vida. Voilà, la boucle est bouclée. Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bilan de la maladie depuis son introduction dans le pays le 19 mars dernier s'établit à 3662 cas pour 56 décès, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Le ministre de la Justice, Luc Mandeville, se dit prêt à livrer une bataille contre les membres du groupe dénommé Fantôme 509. Il a indiqué que ces individus, qu'il qualifie de terroristes, ont l'intention d'attaquer le cortège présidentiel. Les magistrats rejoignent les juges de paix dans leur mouvement. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, lance un appel à la grève illimitée pour exiger une augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à la justice. Plus de 120 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 2 décès ont été recensés lundi sur le territoire national. Le bilan de la maladie depuis son introduction dans le pays le 19 mars dernier s'établit donc à 3662 cas pour 56 décès. Les nouveaux cas se répartissent ainsi: 118 dans le département de l'Ouest, 5 dans le centre et 1 dans le sud-est. Les 2 personnes décédées se trouvaient dans le département de l'Ouest. Notons l'existence de 7619 cas suspects selon le ministère. Ces chiffres, bien entendu, peuvent changer à n'importe quel moment. La vente des plantes médicinales est devenue en vogue à Port-au-Prince depuis l'apparition du coronavirus. Lors d'un micro-trottoir réalisé par une équipe de Métropole mercredi, des petites marchandes ont rappelé les bienfaits de ces feuilles dans le soulagement de certains maux. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. L'utilisation des plantes médicinales est une pratique qui ne date pas d'hier. Mais en ces temps d'épidémie de coronavirus, il semble qu'elle s'est intensifiée. La fièvre, la toux sèche, les courbatures, les maux de tête, autant de symptômes pour lesquels les petites marchandes herboristes rencontrées au marché de Delma 32 disent avoir des remèdes. Si fait la passion réalité, elle va t'appeler. Et pas la bien moun tout qui t'a consommé. Ouais, samedi, c'est parce que je n'ai immédiatement moun n'a paraît, il dit bali fait peut-être fait mal. Ou qu'on s'en bali à li bon, li bouel.
Et n'importe qui qui vient lui boire seulement des il joue le résultat là, toujours continuer à boire. Même s'il existe aujourd'hui des centres de prise en charge des personnes atteintes de la maladie, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. La médecine traditionnelle offre un éventail de remèdes à bon nombre d'Haïtiens qui la jugent préférable à tout autre, ce dont elle témoigne. C'est un bouille pour les têtes, pour maux de tête. Pour mes bâtards, pour fièvre. Pour mon même bâtard, puis 7 feuilles. 7 eucalyptus, 7 lachois. Vous mettez un petit peu à sauce pour elle. Fièvre là, pied sans La vente des plantes médicinales est aussi une petite entreprise permettant de subvenir aux besoins basiques d'une famille. Elle peut être également un bel héritage lorsqu'un savoir ancestral s'est transmis d'un membre de la famille à l'autre depuis des générations. Les autorités sanitaires du pays disent vouloir structurer et valoriser la pratique de la médecine traditionnelle. Mais elles affirment ne pas avoir accordé d'autorisation de produire des médicaments à base de plantes pour soigner la COVID-19. Ce qui n'empêche pas les petites marchandes de faire ce rappel, qui n'est pas sans importance. Le secrétaire d'État aux Affaires sociales, Emmanuel Cantave, est décédé du coronavirus, a indiqué ce mardi 9 juin le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Monsieur Cantave, 56 ans, est décédé dans un centre hospitalier de la capitale, a précisé monsieur Alexis, qui a présenté ses sympathies, les sympathies du chef de l'État aux parents et proches de monsieur Cantave. Les autorités haïtiennes se sont gardées de fournir des détails sur les éventuelles comorbidités de M. Cantave. Outre la ministre de la Santé, plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur et de la Justice, sont impliqués dans la mobilisation visant à encourager le respect des dispositions de l'état d'urgence. Par ailleurs, le père du PDG de Radio Caraïbes est décédé hier soir dans un centre hospitalier de la capitale. Nos sympathies à cette station sœur. Au cours des derniers jours, le Premier ministre Joseph Joute a envisagé une reprise progressive des activités économiques. Les liaisons aériennes avec certains pays devraient reprendre dans le meilleur délai. En ces temps de coronavirus, le besoin de s'informer s'avère nécessaire. Si certains font confiance aux informations diffusées par les médias traditionnels, d'autres ont fait savoir qu'ils préféraient les réseaux sociaux, tandis qu'une autre catégorie a fait remarquer que l'accès à l'information est devenu difficile en raison du rationnement drastique du courant électrique. Ils n'ont donc pas d'autre choix que le bouche à oreille. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les nouvelles qui circulent sur le coronavirus sont souvent vitales. Comment se propage cette maladie? Quelles sont les précautions à prendre et les comportements à adopter pour éviter de la contracter? Les réponses à ces questions doivent toutefois émaner d'un spécialiste en santé. En effet, depuis son introduction, de nombreuses voix s'expriment sur la question à travers les différents canaux de communication. Face à cela, le simple citoyen doit faire son choix. Il y en a qui se fient aux stations de radio. C'est le cas de ce quinquagénaire et de ce jeune homme. Nous plus radio confiance. Parce que radio a bon nous plus reportage. Tout ça qui a passé le fait nous connaît. Parce que les maladies en cours comme ça, la fait ravage. Qu'on y a la même radio fait nous connaît. Une série de précautions on apprend. Moi-même personnellement, j'étais malade. J'étais malade, j'ai senti un pile symptômes. Même pas de jambes pencher ça à l'hôpital, c'est là qu'à me faire remède. Son média me. Difficile d'écarter les réseaux sociaux de la partie. C'est la source incontournable de ce professionnel qui affirme rester prudent en même temps. Ça, moi, fait que confiance, c'est plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a un peu de bagaille, il a dit, parfois, qui ont vérité, Léo fait un peu de recherche parfois. Parfois, il y a qui pas voient, il y a qui voient tout. Et si on dit, il y a des gens qui pas dans les réseaux sociaux, moi-même actuellement, je suis là-dedans parce que je fais recherche en pile. D'un autre côté, ces jeunes du groupe d'Europrod rencontrés sur une place publique se contentent d'interpréter les rumeurs.
En effet, il n'y a plus beaucoup d'électricité dans la zone de Croix-des-Bouquets. Ils n'ont donc guère le choix. Je ne parle d'aucun média, mais nous faisons prévention, nous suivons conseils dirigeants, ça veut dire nous faire parce que ma vie dans le pays, je suis la caille, je suis à choisir radio, pas de moyens économiques. Je ne parle pas de médias. Nous avons fait prévention contre la maladie, ça, plutôt nous faire plus sérieux. Parce que nous devons dire, la façon dont faire là, il n'est pas vraiment bon. Nous avons perdu plus. Finalement, certains préfèrent consulter les sites internet, notamment les médias étrangers, au lieu de se contenter des informations locales, souvent assez pauvres. Cet ingénieur en informatique n'y va pas par quatre chemins. Quotidiennement, c'est toujours sur Google, je toujours aller. Moi, je fais recherche pour me connaître que dans le monde là, comment ça y est pour le coronavirus, qui fléau qui a ravagé le monde là. Ainsi, moi, je connais que le nombre de morts qui gagnent, et par mois également que le nombre de monde qui est infecté. Les avis sont partagés en ce qui concerne les sources d'information, que ce soit les stations de radio, les réseaux sociaux ou les rumeurs qui circulent dans les rues. Les citoyens se montrent lucides par rapport aux précautions à prendre contre la pandémie. Toutefois, sous le couvert de l'anonymat, certains estiment que trop de voix s'élèvent pour parler du coronavirus. Certaines sont autorisées alors que d'autres n'ont rien d'un spécialiste, affirment les interrogés. Ce qui parfois brouille l'esprit de plus d'un, ont-ils précisé. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, lance un appel à la grève pour exiger de meilleures allocations dans le budget national 2019-2020. Le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin, s'indigne que moins de 1% du budget soit alloué à la justice. Il s'étonne que le ministre des Finances ait voulu justifier les maigres ressources allouées au système judiciaire en évoquant des décisions historiques. Il souligne que plus de fonds doivent être alloués afin de favoriser l'ajustement de salaires des magistrats et la construction de tribunaux de paix et d'autres infrastructures judiciaires dans les 18 juridictions. L'appel à la grève illimitée de l'ANAMA est appuyé par l'Association des professionnels magistrats. L'Association des juges de paix est déjà en grève illimitée en vue de réclamer de meilleurs salaires et la construction des tribunaux de paix qui se trouvent dans un état de délabrement. Les magistrats réclament également le renouvellement des mandats des juges d'instruction et de première instance. La grève des magistrats s'ajouterait ainsi au dysfonctionnement du tribunal de première instance de la capitale en raison de l'insécurité dans cette zone du bicentenaire. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique déclare la guerre aux membres du groupe dénommé Fantôme 509. En conférence de presse ce mercredi 10 juin, Luc Mandelil se dit prêt à livrer bataille contre ce groupe d'individus armés se réclamant de la police nationale et qui s'apprêterait à assaillir les locaux du ministère qu'il dirige ainsi que d'autres structures de l'État lors des manifestations annoncé les 11 et 12 de ce mois. Et selon les informations dont il dit disposer, le garde des Sceaux affirme que ces personnes, qu'il requalifiait de terroristes, ont l'intention de s'attaquer au cortège présidentiel. Comment des gens qui fait tête yo passé comme policiers, alors que c'est eux qui fait des ordres, qui fait action terroriste, alors que nous tous connaissons tout le monde qui contre la police, contre l'armée, c'est monde qui l'en désordre, parce que on monde sous parlant désordre ou pas qu'à contre l'armée et la police. Deux institutions ça là pour rétablir l'ordre et discipline. Nous-mêmes, nous ces policiers d'alarme, ainsi que ces militaires d'alarme, parce que c'est deux institutions que la Constitution qu'on est pour mettre sécurité dans notre pays, consacré par la Constitution. Et nous pas de gens dans la police ni dans l'armée, mais et ces deux institutions, tout le monde qui ont mis l'ordre et discipline, pas qu'à de problème avec l'armée et la police. Parce que
l'armée est la gardienne de l'ordre et de la sécurité publique. La police, c'est une institution qui est au service des citoyens en l'honneur et à la dignité. Donc, et revendication de la police, là, je crois que pas personne qui veut payer un marché lucide à compte. Personne ne peut pas opposer à ça. Il y a des côtés qui vivent en province, moi tellement, moi, dans trois lettres, policiers ne peuvent pas pour servir. Mais cependant, ça doit se faire dans l'ordre et dans la discipline. Un policier pas capable de briser, ça va une mauvaise image à pays. Et information dit deux fois, il y a une tendance à attaquer contre le président de la République. Là. Et au niveau de l'académie de police, et par rapport avec le 25e anniversaire de la police nationale, et qui supposait fêter et l'académie qu'on connaît à Pétionville. Mais il y a deux scénarios. Premier scénario, un groupe qui va laisser attaquer contre le président, l'elle va l'entrer. Nous tous connaissons ça, ça veut dire son attaque contre le président de la République et qui conséquences graves ça a gagné. Mais c'est pour dire que le gouvernement fait massacre, etc. Ça qu'esprit ça fait. Deuxièmement, c'est venu là propose de faire sitting en ce sens et dit que il y a des prisonniers politiques, il a arrêté arbitrairement, mais entre-temps, il faut dans la rue pour envahir là. Mais au lieu c'est éliminer physiquement, c'est ça que la tête dit moi comme ça pour eux. Et naturellement, quand on dans la main, un gardien la main filtré, tout ça qu'a fait, toute réunion qu'a fait, nous connaît. Maintenant, on a dit attention. Moi, na casse on a mis siro. Et déjà, Dieu te fait là, nous jurer ça pas pour faire encore là. Et si on prend chance sur vin là, ça on prend c'est pas eux. Et nous parler pour tout. À la guerre, comme à la guerre. C'est moi ministre justice sécurité publique. Malchance pour moi là. Pas aucune pression, aucun chantage qu'a fait là. Et c'est terroriste et tout pays connaît comment combattre terroriste. Et pas de jouer avec eux. Et ne pas jouer avec eux. Je veux clair sur ça. Et moi là. Pas aucune pression, n'a pris en main voyou vagabond. Moun ça pas policier et nous devons mettre la presse dans bail photo mais là. Nous devons mettre ça. Tout ça c'est des moun qui ont fait être passé comme policiers, mais en réalité c'est des terroristes. Et nous avons écrit tout le pays à d'Haïti, ce que nous avons fait. Nous allons voir là, les gens ne vont pas mettre pied dans aucun pays qui a un rapport diplomatique avec la République d'Haïti. Max Chauvette, l'un des organisateurs de cet événement annuel, tire un bilan positif des 2 premiers jours de l'édition 2020 de Livres en folie, réalisé en ligne pour cause de coronavirus. Max Chauvet espère un retour à la normale l'an prochain pour la 27e édition de cet événement, mais en attendant, il reste possible d'acheter les ouvrages d'auteurs haïtiens sur Internet. Je dirais que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on a introduit les ventes en ligne et à l'occasion de Livres en folie. Mais étant donné que cette année, on était dans l'incapacité de réaliser la journée traditionnelle du jeudi saint, et donc on a mis l'accent davantage uniquement en fait sur la vente en ligne. Donc on a dû travailler sur le modèle et l'améliorer, le rendre capable de recevoir davantage de visiteurs. Et puis aussi, on a décidé au niveau de la promotion d'insister sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que la publicité se fait surtout à travers les différents médias sociaux comme Facebook, comme ils sont plusieurs, et Twitter et autres. Et jusqu'à présent, je peux dire qu'on est plus ou moins satisfait. Après les 2 premières journées, on peut dire que ça semble être bien parti, sachant qu'en général, le pic, on l'atteint le jeudi de la fête Dieu. Mais comme cette année est une année particulière, comme la journée de la fête Dieu en général, cette fameuse messe du jeudi là, qui attire un si grand nombre de gens, qui sert aussi de publicité, qui incite les gens qui ne viennent pas à l'événement d'acheter ce fameux jeudi. C'est pour cela que le jeudi est en général le jour pic au niveau des ventes online. Donc, on va voir si
on aura ce même comportement. Donc, on va suivre. Mais pour le moment, on peut dire qu'on est très satisfait des 2 premières journées. Comme on voulait quand même marquer de notre présence, parce que sans discontinuer, ça fait la 26e édition, on ne voulait pas rater le coche. Donc, on a décidé d'avoir cette édition numérique, je dirais, online. Et c'est aussi un clin d'œil vers l'avenir, parce que ça nous permet de réfléchir et d'envisager peut-être comment on réalisera Livre en Folie dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que se fera d'une façon virtuelle seulement. Donc tout ça, ça nous permet d'étudier, de recevoir le feedback des gens, de voir le résultat. Mais c'est clair que ceci ne remplacera jamais le contact physique, le contact qu'il y a en général entre le public et les auteurs en signature. Pour les auteurs, je pense que ça va leur manquer énormément de ne pas être de ne pas rencontrer ce public-là, mais d'un autre côté, pour le public aussi, qui a soif de rencontrer leur auteur préféré et d'obtenir soit des signatures ou même avoir une petite conversation avec eux. Donc, c'est un manque, on ne peut rien pour cela, mais dans la mesure du possible, les livres seront disponibles, les livres seront vendus avec les rabais traditionnels. Rien d'autre ne va changer dans le processus habituel de livre. Voilà, la boucle